Et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. Bonjour à vous Yael Gauze. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Bonjour Patrick Kenner. Bonjour. D'abord la situation à Alep, l'ONU se dit alarmée par des informations faisant état d'atrocités. Au sein du gouvernement, est-ce que vous avez des informations plus précises sur ce qui s'est passé cette nuit dans cette ville de Syrie ? Écoutez, depuis de très nombreux mois et à chaque Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères fait le point de la situation en Syrie et la situation à Alep avec ce sentiment d'horreur qui existe. Nous sommes aujourd'hui interpellés. La situation à Alep, manifestement, continue à se dégrader, sur le plan notamment des civils. Moi, je pense que la communauté internationale a vu passer ce drame sans pouvoir agir réellement. À un moment donné, il faudra que chacun prenne ses responsabilités, qu'on puisse dire mais comment a-t-on pu en arriver là aujourd'hui dans cette ville d'Alep en laissant les massacres qui se sont déroulés. Est-ce que c'est pas le moment pour François Hollande de monter maintenant très fort au créneau comme il l'avait fait en 2013 contre Bachar el-Assad ? En tout cas, en 2013, il n'a pas été suivi. Rappelez-vous. Par Obama. Par Obama, il faut être très clair. En 2013, il aurait pu y avoir une intervention militaire qui aurait empêché cette situation. Ça n'a pas été possible parce que la France s'est retrouvée seule. Aujourd'hui, je pense qu'il faut saluer le courage d'ailleurs. Vous avez dit qu'il faut prendre nos responsabilités. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, nous l'avons fait. Nous avons demandé l'arrêt des combats. Nous avons demandé une trêve humanitaire. Vous savez qu'il y a un veto russe, un veto chinois qui font que ça sert. Voilà. Et le Conseil de sécurité aujourd'hui, et il y aura bientôt un nouveau secrétaire général, aujourd'hui peut être bloqué, comme nous le voyons en permanence, parce qu'une des grandes puissances ayant gagné la Seconde Guerre mondiale peut arrêter un processus qui est pourtant un processus nécessaire. Donc, manifestement, l'ONU est peut-être à un tournant. Un nouveau secrétaire général, peut-être, nous permettra d'aller plus loin aujourd'hui. Si vous deviez qualifier la situation, vous utiliseriez quel mot ce matin ? Honteuse. Honteuse. C'est un génocide ? Honteuse. Le génocide est extrêmement marqué. En tout cas, c'est un massacre de civils qui est devant nous. Avec le recul, quand les choses seront pacifiées, vous verrez que nous aurons du mal peut-être à nous regarder les uns les autres, parce qu'on se dira, mais comment a-t-on pu laisser faire cela ? Et je le dis avec beaucoup de solennité, parce que je sais trop ce que ça veut dire, y compris pour mon histoire personnelle, que de voir des civils massacrés comme ils l'ont été. On change complètement de sujet. On s'adresse maintenant au ministre des Sports, amateur de football. Hier soir, Cristiano Ronaldo, le joueur portugais, avait dans ses mains son 4e ballon d'or. Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e ballon d'or. Merci beaucoup. Voilà un sacre sur fond de scandale, puisqu'on le soupçonne d'avoir mis près de 150 millions d'euros de revenus liés à ses droits à l'image dans des paradis fiscaux. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous déçoit ? Est-ce que cette récompense est méritée ? Écoutez, il y a ce que vous avez appelé le scandale du Football Leaks, pour être très clair. Il y a le champion, le sportif Ronaldo. Là, on a consacré le champion, le grand sportif. C'est le même, hein, si je puis me permettre. Bien sûr, les procédures sont un peu différentes quand même. Oui, enfin bon. Donc là, il y a une reconnaissance du champion, et puis il y a les pratiques des agents visant à protéger, entre guillemets, les intérêts des joueurs au travers de leurs droits à image. C'est les joueurs qui signent à la fin. Je veux bien que ça soit toujours les agents. Mais... Non, mais les agents sont responsables, les joueurs sont co-responsables. Ils seraient même coupables si les faits étaient avérés. Et c'est eux si les faits sont avérés, si l'enquête le prouve en tant que tel. À un moment donné, ces joueurs sont sur tel territoire en matière fiscale. C'est à la législation locale de faire le point. Est-ce qu'ils sont en légalité ou pas ? On a le droit de mettre, même en France, vous avez le droit de placer votre argent à l'étranger à condition que vous déclariez au fisc et que vous payiez les impôts sur les revenus de cet argent. Est-ce que ça a été le cas pour Ronaldo ? Je n'en sais rien. Il y a d'autres cas qui sont évoqués. Paul Pogba, joueur français, qui joue à Manchester, qui aurait mis le numéro son argent 6 à Jersey. de Manchester United. Aujourd'hui, l'enquête est en cours. Nous verrons si elle prospère, et si elle prospère en mettant en accusation Paul Pogba. C'était un exemple pour vous. On vous a vu pendant l'Euro dire l'équipe de France, le maillot, le symbole.
Écoutez, pour l'instant, Paul Pogba ne s'est pas exprimé, sauf erreur de ma part. Il va sûrement se défendre. Est-ce qu'il paye des impôts sur l'Angleterre avec cet argent placé à l'étranger? Laissons l'enquête prospérer. Encore une fois, je ne suis ni juge d'instruction, ni procureur, ni avocat. Ce qui est important, c'est qu'il y a un groupe de médias qui ont décidé de mettre la lumière. Ce qui est important, c'est que vous légifériez peut-être derrière, vous soyez plus sévère sur la fiscalité. Exactement. Question précise sur Paul Pogba. Attendez, je réponds à cette question. Nous légiférons actuellement. Nous avons mis en place, avec un sénateur, Dominique Bailly, que je salue, avec bien sûr le soutien du gouvernement, une proposition de loi sur l'éthique dans le sport. Et notamment, dans cette proposition de loi, il y a de nouveaux organes de contrôle pour éviter ce type de débordement. C'est un peu une course contre la montre, je vous le concède, qui est devant nous. À nous d'être capables d'avoir une législation française qui le permette. Mais Paul Pogba n'est pas fiscalement français. On a l'impression que vous vous couchez devant les géants du sport. Pour faire venir l'euro, pour faire venir les JO, si on a la chance de les avoir à Paris, c'est zéro impôt, zéro fiscalité. La garantie fiscale, on appelle ça. Vous disiez que pour être compétitif, il faut que les compétitions ne soient pas fiscalisées. Attendez, entre des abus personnels, parce que ce n'est pas le sportif qui est en cause, c'est simplement le citoyen qui est en cause, en l'occurrence. Qu'il soit sportif, chef d'entreprise ou médecin, c'est une question de probité et d'éthique personnelle qui est aussi en jeu. Moi, je revendique ce que j'ai mis en œuvre, à savoir cette absence de fiscalité pour l'euro. Je vais bientôt présenter avec Thierry Braillard les résultats de l'euro. Vous serez surpris des retombées économiques sur les territoires qui ont accueilli l'euro. Je vais vous donner un exemple pour ma région, puisque je l'ai déjà évoqué. 71 millions d'euros pour la commune de Lens, 150 millions d'euros pour la métropole lilloise. Vous avez évoqué les 200 millions d'euros d'économie fiscale pour l'organisation de la manifestation. Et puis, si nous ne l'avions pas fait, l'euro serait parti ailleurs. Alors, on peut sauter sur sa chaise en disant, voilà, pas de mesures fiscales favorables, mais nous n'aurions plus aucun événement sportif. Il faut trouver un équilibre entre l'événement et ce qu'il rapporte au pays. Patrick Canéa, vous restez avec nous. On va parler d'une compétition d'un tout autre genre dans 90 secondes. Voici Victor Maté. En Égypte, 2 jours après l'attentat du Caire, 25 morts dans une église copte, les soupçons des enquêteurs se dirigent vers les frères musulmans. Le ministère de l'Intérieur les accuse de vouloir créer un conflit religieux à grande échelle. Le kamikaze identifié était un proche des frères musulmans. La ville d'Alep-Est en passe d'être totalement reprise par l'armée syrienne, mais sur place, des médecins témoignent de massacres de populations civiles, d'où cette alerte lancée par l'ONU. Son secrétaire général Ban Ki-moon s'alarme d'informations faisant état d'atrocités ces dernières heures, notamment contre des femmes et des enfants. À Paris, un rassemblement est prévu à midi devant le ministère de l'Intérieur. Premier grand test aujourd'hui pour l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu Premier ministre. Bernard Cazeneuve prononce sa déclaration de politique générale devant les députés. Elle sera suivie d'un vote de confiance. Bernard Cazeneuve veut convaincre que ces 5 mois à Matignon seront placés sous le signe de l'action. Place ensuite au débat, celui sur la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet. Le redémarrage de 7 réacteurs nucléaires EDF d'ici à la fin du mois. Le géant français se veut rassurant. Tous ses clients auront de l'électricité cet hiver. Ces réacteurs sont actuellement à l'arrêt pour des contrôles. Les handballeuses françaises, toutes proches des demi-finales de l'Euro, après avoir battu la Suède chez elles, 21-19, les Bleus n'ont besoin que d'un match nul demain contre la Serbie afin de se qualifier. France Info. Patrick Canéa avec nous dans l'émission politique de France Info. On va terminer la conversation qu'on avait juste à l'instant avec vous, Gilles Bornstein. Oui, j'avais une question précise sur Paul Pogba. Si les soupçons sont avérés, vous dites qu'il y a une enquête, si les soupçons sont avérés, peut-il toujours porter le maillot de l'équipe de France? Est-ce que c'est voilà, peut-il encore être international? Je ne suis pas sélectionneur, je vous l'ai dit. Premièrement, c'est un immense joueur et qui marque aujourd'hui. Valls, pour Benzema, Manuel Valls avait pris position. Oui, mais encore une fois, c'est une affaire française qui a été amenée pour il est joueur français, écarter. C'est un joueur français. Qui fraude le fisc, peut-il porter le maillot de l'équipe de France? Encore une fois, est-ce que vous pouvez être certain que les accusations qui sont portées sur lui sont avérées? Si c'est confirmé. Je n'ai pas à Il y a un devoir d'exemplarité pour un joueur de l'équipe de France.
resterait dans cette logique-là. Laisser les faits prospérer s'ils doivent prospérer, et nous verrons bien ce que fera Didier Deschamps en l'occurrence. Vous ne m'amènerez pas sur le sujet, M. Bronstein. Il y a un autre scandale qui éclabousse le monde du sport, Patrick Caner, c'est le dopage organisé en Russie, si l'on en croit les conclusions du rapport rendu par le juriste Richard McLaren. Il parle de conspiration institutionnelle et les événements sportifs à venir en Russie, mondiaux de bobsleigh, mondiaux de foot en 2018. Est-ce que c'est possible de laisser à la Russie ces événements quand on sait à quel point il y a ce soupçon de dopage? Le rapport McLaren est terrifiant. Sur finalement une forme d'organisation d'État du dopage, avec des complicités au plus haut niveau de l'État, potentiellement avec les services secrets engagés. Nous sommes là devant une situation qui a d'ailleurs permis à ce qu'il y ait des premières mesures de sanctions à l'occasion des Jeux de Rio. Plusieurs fédérations internationales ont interdit aux athlètes de participer aux Jeux de Rio, et la Fédération internationale paralympique a totalement... À part vous indigner, vous pouvez faire quoi avec les Russes? Alors, je pense que les Russes sont des gens responsables. Ils savent aujourd'hui que leur image est profondément écornée. Et que si à Alep, ça ne les dérange pas, par exemple. J'ai pas osé le dire. Oui, enfin, il y a une petite différence, c'est que vous évoquez des compétitions internationales qui sont décidées par des organismes internationaux. Si la Russie n'est pas d'équerre en matière de dopage, vous verrez que les sanctions tomberont pour les athlètes russes dans des compétitions à l'extérieur de la Russie et qu'ils n'auront plus de manifestations. Mais la question, c'est de la responsabilité de chaque État. C'est ce que nous faisons en France. Quand nous soutenons l'Agence française de lutte contre le dopage, quand nous mettons notre code interne en phase en lien avec le code mondial antidopage, nous faisons notre travail. La France est exemplaire. La Russie ne l'est pas aujourd'hui. Le rapport McLaren le montre. Mais on ne peut pas en même temps dire il y a un rapport et condamner ad vitam aeternam un pays qui peut-être, je l'espère, se remettra sur de bons rails. Allez, on change de compétition. On ne sait pas s'il y a du dopage dedans. La primaire de gauche. Sûrement pas. Déjà des ralliements. Pas connu en tout cas. Anne Hidalgo choisit Vincent Payon. Vous avez vu, la maire de Paris choisit Vincent Payon. Najat Vallaud-Belkacem, votre collègue, a choisi Manuel Valls. Et vous, Patrick Caner, dites-nous ce matin pour qui vous roulez? Manuel Valls, mais de manière extrêmement raisonnée. Vous savez, moi je souhaitais que François Hollande soit candidat. Les conditions n'ont pas été rassemblées pour le faire. Il a pris cette décision extrêmement forte que chacun reconnaît aujourd'hui. Moi, je me suis fait un petit catalogue du bon candidat. 4 conditions. Première condition, défendre le bilan du quinquennat. Il coche la case. Je coche la case. Deuxième condition, être un homme d'État ayant réussi à surmonter les plus grandes difficultés de notre pays depuis quelques années. Je pense notamment au terrorisme et aux questions de sécurité. Je coche la case. Troisième condition, et là c'est l'élu local qui parle, quelqu'un qui est enraciné dans un territoire et qui a eu des responsabilités de gestion d'une grande collectivité. Je coche la case, c'est Évry et la communauté d'agglomération. Quatrième case, l'énergie. L'énergie, la force d'y aller pour éviter que nous soyons humiliés par un second tour qui serait droite extrême et extrême droite. Et pourtant, c'est pas une évidence pour tout le monde. C'est pas une évidence pour tout le monde au gouvernement. Vous allez l'entendre avec Ségolène Royal qui était dimanche midi dans Punchline sur C8. Il amène de l'air à la vie politique, oui. Ce ne sont pas de mauvaises idées. Je m'impliquerai forcément dans la campagne. De quelle façon, je ne sais pas encore. Et qui, je ne sais pas encore. Ça pourrait être en dehors de cette primaire, donc en parlant d'Emmanuel Macron. Rien n'est fermé. Voilà, le il, c'était Emmanuel Macron. Pourquoi Manuel Valls, c'est pas Emmanuel Macron? Vous avez vu quand même que Ségolène Royal a dit je ne sais pas encore. Donc il faut c'est le temps de la réflexion. Les doutes et les silences de Ségolène Royal disent beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il est choquant que les membres du gouvernement puissent avoir entre guillemets des champions différents? C'est une primaire. La question, c'est pourquoi Macron n'est pas la bonne option pour vous? Pardon ? Pourquoi Macron n'est pas la bonne option pour vous? C'est ça la question. Ah mais moi je vous ai donné mon profil. Il ne coche pas toutes les cases. Oui, mais peut-être que vous avez fabriqué le profil pour que ça colle avec ce qui vous arrange. Pardonnez-moi. Vous pensez? Ah oui. C'est très bien, mais en tout cas, moi je raisonne. Je suis un juriste, vous savez, un peu borné. Je me suis fait une raison. Enfin, mais c'est un choix nécessaire pour moi, Manuel Valls. Et je le vois dans ma région. C'est considérable quand même. Vous avez dit c'est un choix raisonné. J'ai dû faire mes petites listes, etc. Il y a pas. Vous n'êtes pas à fond, quoi. Ouais, vous n'êtes pas à fond. Attendez, si vous me voyez. Tout d'abord, je tiens à vous dire que Bernard Cazeneuve, et à juste titre, nous a demandé de ne pas rentrer dans un pugilat
interne à la primaire en tant que membre du gouvernement. Nous sommes là pour servir l'État. Il nous demande de la modération, de la pondération. Et moi, donc vous le soutenez avec pondération et modération. Mais je serai dans la campagne avec modération et pondération. C'est-à-dire très concrètement qu'il n'est pas question de monter sur les tribunes. Le gouvernement... Pas de meeting, vous n'allez pas soutenir votre candidat. Je serai peut-être dans un meeting, mais pas pour prendre la parole. Bernard Cazeneuve a raison. Il ne veut pas que les ministres soient distraits par cette période un peu particulière. Et vous croyez qu'ils vont tous l'écouter au bout de 3 mois, on sait bien ce qui va se passer. Je peux vous dire que le message de Bernard Cazeneuve a été extrêmement ferme sur le sujet. Sinon il va les virer. Vous avez le droit de dire sur un plateau, ce que je fais aujourd'hui, qui vous soutenez. Ouais. Mais ne rentrez pas dans le pugilat de la primaire parce que si, en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas de pugilat, mais qu'il y aura un débat démocratique utile, parce que nous sommes d'abord au service du pays, c'est ça l'objectif. Mais pour moi, Manuel Valls est aujourd'hui le mieux placé pour nous mener le plus haut possible dans cette élection présidentielle. Juste un mot avant qu'on en arrive à François Fillon. Une première réussie, c'est combien d'électeurs selon vous ? Il y en a eu combien ? 4 millions et quelques 4 millions et demi au second tour. Pour que ce soit réussi de votre côté, qu'on ne dise pas primaire ratée, il faudrait que ce soit Moi, bien. je souhaite qu'on soit autour d'1,5 million, 2 millions de citoyens qui puissent montrer leurs préférences. C'est pas facile. Et d'ailleurs, vous savez, hier, j'ai rencontré à titre privé des militants dans le centre de la France, lors d'un déplacement, à la fin d'un déplacement, et je leur ai dit que la première responsabilité aujourd'hui, c'était de tenir les bureaux de vote, bien sûr, mais surtout qu'il y ait du monde dans les bureaux de vote. Et ça passe par la qualité de notre débat. Et je fais confiance à nos candidats. On parlait de la primaire de la droite qui avait beaucoup mobilisé. François Fillon, qui en est sorti vainqueur, rétropédale ce matin dans une tribune dans le Figaro à propos de la sécurité sociale. L'assurance maladie continuera à rembourser comme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa campagne, d'après vous ? Il recule, pourquoi ? Écoutez, c'est un programme Fillon-Punition tel qu'il était présenté. Vous voyez que je parle au passé parce qu'il faudra qu'il confirme. Mais je pense que ce sera ça. C'est un programme de réaction, c'est-à-dire de retour en arrière. Et moi, je n'ai aucune confiance en M. Fillon sur vous voyez, les sujets qui sont les miens, la jeunesse. Qu'est-ce qu'il m'a laissé, entre guillemets, M. Fillon, comme Premier ministre ? Une page blanche sur la jeunesse, une page trouée en matière d'éducation nationale qu'on a dû réparer en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé de faire un petit essai sur la jeunesse française. Une page blanche, et je pense qu'aujourd'hui, M. Fillon, c'est vraiment l'homme du passé en tant que tel, à nous de savoir montrer qu'il n'a aucune perspective progressiste pour notre pays. Et on voit ça dans un instant, 8h50. Voici Victor Mathem. Une semaine après son arrivée à Matignon, Bernard Cazeneuve passe son grand oral devant les députés cet après-midi, une déclaration de politique générale suivie d'un vote de confiance. Le Premier ministre n'a que 130 jours pour convaincre. Son discours cet après-midi sera axé sur la sécurité. Pour François Fillon, il est ce matin question de santé et de son programme très critiqué. Jusque dans son propre camp, le candidat Les Républicains à la présidentielle publie une tribune dans le Figaro pour assurer qu'il ne privatisera pas l'assurance maladie. En clair, que les soins ne seront pas réservés à ceux qui peuvent payer. François Fillon assure vouloir sauver notre système de santé. L'aviation à bas coût, elle décolle un peu plus. La compagnie aérienne EasyJet lance 16 nouvelles lignes à partir du printemps prochain en France. Des vols de Lille vers Venise, Naples ou encore Faro vont voir le jour. De nouvelles liaisons sont aussi prévues à Nice, Bordeaux et Toulouse. La prime de Noël sera bien versée cette année comme c'est le cas depuis 1998 et ce sera même cette semaine. L'annonce de la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine dans le journal Ouest France. Aucune démarche à faire pour les 2,5 millions de personnes aux revenus les plus faibles qui la reçoivent, c'est automatique. Et de 4 pour Cristiano Ronaldo, le footballeur portugais remporte son 4e ballon d'or. L'attaquant du Real Madrid, 31 ans, a gagné cette année le championnat espagnol, la Ligue des Champions et l'Euro contre la France d'Antoine Griezmann qui lui arrive 3e dans ce classement derrière Ronaldo et Lionel Messi. France Info. Et dernière partie de l'émission politique sur France Info avec Patrick Caner, question Gilles Bornstein. Oui, depuis une semaine, un reportage diffusé aux 20h de France 2 bat des records d'audience sur le site de France Info. Il montre un café à Sevran où les femmes n'ont pas le droit de rentrer. On écoute, on regarde. Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi ? Ici, avec des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous ? Moi, c'est pour vous. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite dans un coin. Il y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs ? Voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal ?
Mais à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. C'est comme au bled, dans ce café, il n'y a pas de mixité, c'est une réalité, c'est une caricature. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des problèmes dans les quartiers français, mais pas que dans les quartiers. Ministre des Sports que je suis voit bien que parfois il n'y a pas de section féminine dans les clubs parce qu'il n'y a pas de vestiaire. Ça peut aussi être ça. Je vois bien aussi que dans la vie politique... Non. Le ministre de la Ville que vous... Commentaire du ministre de la Ville que vous êtes sur cette réalité... Enfin, est-ce une réalité dans un certain nombre de quartiers français? C'est une réalité. Mais c'est un problème en général d'accès aux femmes à l'espace public et d'accès aux femmes aussi aux responsabilités. Moi, j'ai accompagné les marches exploratoires. C'est quoi une marche exploratoire? Dans les quartiers, elles seront développées partout en France. Ce sont des femmes, des groupes de femmes, 15 femmes, 20 femmes, qui vont dans les quartiers et qui regardent les dysfonctionnements d'urbanisme, dysfonctionnements sociaux, dysfonctionnements en termes de mixité, et on le voit bien. Donc, moi, je considère aujourd'hui que les femmes sont en train de prendre une forme de responsabilité extrêmement positive en disant « mais on ne veut pas que cela soit possible dans un pays comme la France ». Mais c'est valable dans les quartiers, mais c'est valable dans bien d'autres domaines. Le ministre des Sports, puisqu'on a parlé beaucoup de sport, moi je vois que dans les 31 fédérations olympiques, il n'y a qu'une seule femme présidente. Donc c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Est-ce que c'est un problème de religion? Est-ce que c'est un problème social? Est-ce que c'est un problème de mixité? Quel est le problème que vous identifiez quand vous voyez ces images? C'est le problème pour les femmes d'accéder aux lieux publics sans qu'il y ait de discrimination, quel que soit l'objet, quelle que soit l'origine de la discrimination. C'est un combat de tous les jours. Vous écrivez dans votre petit essai La Relève, qui est publié aux éditions de la Fondation Jean Jaurès, vous écrivez précisément « Avec la gauche, la République a repris ses quartiers ». C'est écrit noir sur blanc. Force est de constater que pas partout. Tout à fait. C'est un combat, encore une fois. C'est une progression. Aujourd'hui, l'inactivité économique, le repliement sur soi, le sentiment de relégation peut aboutir à ce type je dirais, d'incompréhension. C'est pas lié à l'islam, pour dire les choses clairement. Mais arrêtons de stigmatiser, entre guillemets, une culture ou une religion. Il y a aujourd'hui, dans l'islam ou dans d'autres religions, des gens parfaitement intégrés et qui considèrent que la mixité fait partie, et heureusement, du bien-être collectif. Bien sûr. Donc, s'il y a un dysfonctionnement à Sevran et ou ailleurs, eh bien, il faut le combattre, il faut nommer les choses. Vous irez voir? Ah mais moi je connais Sevran. Et j'étais à Sevran pour voir une pièce de théâtre de la Poudrerie il y a quelques semaines, où j'ai vu des femmes qui relataient leur vie dans les quartiers. Donc, mais c'est là qu'il faut aller, c'est dans celui-là. Dans ce café. Mais il n'y a pas que ce café-là. Bien sûr que non. Il y en a d'autres. Il y a d'autres lieux où la mixité n'existe pas, et pas que dans les cafés. J'insiste là-dessus. Vous avez dans le sud de l'Europe des comportements sexistes qui n'ont rien à voir avec la religion. Patrick Caner, vous parliez religion, justement, discrimination. Aujourd'hui, l'Université de Strasbourg pourrait nommer un prêtre, M. Michel Dénéquin, à sa présidence. Est-ce que ça vous semble poser un problème en termes de respect de la laïcité en France? Mais ça, c'est le droit local. C'est le droit local. Un prêtre à la tête de l'université, ce serait inédit. Hein. Non mais attendez, je suis du Nord, vous le savez. Il y a eu l'abbé Lemire qui a été maire d'Hazebrouck, qui a créé les jardins ouvriers. On empêcherait un prêtre d'avoir une activité publique? Enfin, excusez-moi, mais... Non, vous posez la question, il n'y a pas d'arrière-pensée. Je veux dire, attention de ne pas avoir des stigmatisations à l'envers. Un citoyen peut, quelle que soit sa fonction personnelle, peut avoir des responsabilités, et heureusement. Et en tout cas, là où je vous rejoins toutes et tous, c'est qu'aujourd'hui, les femmes n'accèdent pas encore suffisamment à des responsabilités, et parfois, il y a des espaces publics qui leur sont fermés. Eh bien, il faut combattre cela. Gilles Bernstein. On parle de vous, comment voyez-vous votre avenir? Pour dire les choses clairement, est-ce que vous envisagez... C'est une question particulière. Alors, je vais vous demander les choses plus précisément. Est-ce que vous envisagez de vous présenter à la mairie de Lille? Martine Aubry termine son 3e mandat? Son 3e mandat, oui, tout à fait. Voilà.
Voilà. Vous Sera-t-elle candidate à un 4e mandat? Il faut lui poser d'abord c'est la pas ce que vous question. demande Gilles, c'est évidemment si vous serez candidat. Oui, il m'avait bien semblé entendre la question. Je suis lillois, donc tout ce qui concerne ma ville m'intéresse. Mais encore. Naturellement. La meilleure preuve, c'est que je suis encore conseiller départemental lillois, même d'opposition malheureusement aujourd'hui pour ce qui me concerne, mais conseiller départemental lillois. Moi, vous savez, je me projette naturellement. Et donc je me projette. Ma projection, c'est d'abord les primaires. Puis les sénatoriales, d'accord. Puis les élections présidentielles, si vous me permettez, un peu avant. Les élections législatives, que je compte bien donner un coup de main à tous mes camarades qui se présenteront en tant que tels. Et septembre 2017, il y a, semble-t-il, une élection sénatoriale. Et si je deviens sénateur, eh bien, je me mettrai à la disposition de mes concitoyens nordistes. Et dans le Nord, il y a Est-ce que vous serez sénateur maire? Donc il y a Lille et... Donc j'ai pas compris la réponse. Est-ce que vous serez candidat candidat ou pas à la mairie? Moi je comprends ça les vous trucs simples. intéresse? Oui, non. Ce n'est pas aujourd'hui ma préoccupation. Mais ça vous intéresse? Ma préoccupation, mais arrêtez de me harceler. Arrêtez de me harceler. Mais 2020, c'est dans plus de 3 ans. C'est dans plus de 3 ans. Anne Hidalgo se prépare pour 2020. Quelles seront les conditions? Mais Anne Hidalgo est sortante. Quelles seront les conditions de l'élection municipale à l'époque? Nous verrons bien. Et merci beaucoup. À demain sur France Info.